merci beaucoup pour l'invitation pour le pôle de renaissance communiste en France, qui, une petite précision pour tout le monde, n'est pas un parti, effectivement, mais un pôle, comme le dit son nom, qui a été fondé, ça va faire bientôt 19 ans, par des camarades qui étaient membres du PCF et qui l'ont quitté pour tout simplement en désaccord, parce qu'ils étaient en désaccord avec une ligne, une dérive qui intervenait aujourd'hui, qui intervient depuis plus de 45 ans, celle d'un parti communiste qui n'est de fait plus vraiment communiste, au moins à sa tête. À l'intérieur, nous avons des militants communistes, c'est vrai, qui justement se sont toujours battus et continuent à se battre, notamment pour ce principe central qui a été rappelé par Jérôme tout à l'heure en ce qui concerne le principe démocratique de la souveraineté. Parce qu'il me semble que c'est vraiment le terme clé. Quand on pense à démocratie, on pense souvent à liberté, liberté d'expression, d'opinion, etc. À ceci près que même dans les régimes autoritaires, vous avez en réalité des libertés. Pas toutes, naturellement. Vous ne pouvez pas pouvoir vous exprimer comme vous le souhaitez, ça on est bien sûr. Je signale d'ailleurs qu'en France, c'est le cas. Pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, ça devient de plus en plus difficile, et en particulier quand on est communiste, mais pas seulement, mais en particulier. Mais si vous allez même dans n'importe quel pays du monde, en fait, il y a une liberté d'opinion. Il y a une liberté de se déplacer, de voyager, alors parfois avec des contraintes. Mais je dis ça pourquoi? Parce que en réalité, la grande confusion historique, nous semble-t-il, et je dis nous parce qu'en réalité, il n'y a pas que moi qui pense cela au sein du PRCF, c'est de faire croire que démocratie et libéralisme vont parfaitement de pair. Alors qu'en fait, historiquement, qu'est-ce que le libéralisme? C'est une doctrine qui a été fondée, qui a été formée, théorisée justement par essentiellement des aristocrates, qui étaient d'ailleurs propriétaires d'esclaves. On oublie souvent de le rappeler, mais la question de l'esclavage est centrale historiquement par rapport à cette question de la démocratie. Et j'en dirai un mot parce qu'effectivement, Alfonso a fait référence à la Grèce antique. Et je dis ça parce que justement, le principe de la démocratie, c'était l'idée que, j'en reviens pas sur tout ce qui a été dit en termes d'iségorie, isonomie, isocratie, que je partage totalement, mais ça renvoie aussi à un problème fondamental de, tout simplement, est-ce que les hommes sont véritablement, les femmes et les hommes sont véritablement libres, donc souverains, c'est-à-dire maîtres de leur destin, et en capacité de décider. Bon, ben, la réponse elle est claire, c'est non, et non depuis des siècles. Non depuis des siècles, y compris en France. Pourquoi? J'en reviens pas sur tout ce qui a été dit, qui est tout à fait juste. Je ne vais pas insister sur la question des référendums. Je précise d'ailleurs que ce qu'on a fait en France, c'est encore plus pervers en Irlande, puisqu'en 2008, les Irlandais avaient rejeté par référendum le traité de Lisbonne, et la réponse des dirigeants était de dire on s'en fout, vous voterez l'année prochaine et on fera un référendum jusqu'à ce que vous disiez oui. Bon, c'était un petit peu ça, possible. C'est ça la démocratie que nous appelons démocratie bourgeoise, qui en fait est exactement le contraire de la démocratie, que nous souhaitons populaire, nous en reparlerons plus tard. Parce que, je parle du terme de souveraineté, il est fondamental. Il est fondamental, il est théorisé notamment par Jean-Jacques Rousseau, et j'insiste sur lui parce que justement c'est lui qui va être qualifié ensuite progressivement, ainsi que Robespierre qui s'en inspire beaucoup, Saint-Just, et puis par la suite les bolcheviks, notamment en Russie, de totalitaire. Il faut bien comprendre que ceux que nous affrontons sont des oligarques, même pas des aristocrates, hein. Il y en a, hein, mais surtout des oligarques qui se sont emparés du pouvoir, sont le propriétaire du pouvoir. C'est comme ça qu'ils le pensent. Ils sont propriétaires du pouvoir et estiment dès lors qu'en effet ils sont les seuls en mesure de pouvoir l'exercer parce que les autres sont incapables de le faire. La masse est stupide, incapable de le faire. Tout ça a déjà été dit. Et ils se sont emparés du pouvoir non seulement parce qu'ils estiment être en mesure de le faire, mais aussi parce que, et ça c'est aussi la vision du PRCF, parce qu'ils défendent leurs intérêts de classe, bien compris. Et leurs intérêts de classe, c'est bien sûr l'appropriation des grands moyens de production historiquement. Et c'est là où on en arrive au capitalisme. C'est là où on en arrive au capitalisme parce que la démocratie n'est pas que politique. Elle est justement par la démocratie réelle. Si on veut une démocratie totale, ça signifie qu'il faut être souverain dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Donc, politique, bien sûr, économique, donc notamment budgétaire, financier. Je ne vais pas revenir dessus parce que peut-être qu'il y aura une intervention en ce sens après, en ce qui concerne la monnaie, le budget, etc. Mais je dirais même tout simplement dans la maîtrise des moyens d'existence, dans la maîtrise des grands moyens de production. Je parle des grands moyens de production. On a parlé des services publics, par exemple. On pourrait parler de l'énergie, des transports. Mais nous ne sommes même plus souverains dans ce domaine-là, en réalité. Tout est en train d'être littéralement démantelé. Et pourquoi? Parce que, justement, ceux qui nous dirigent, les oligarques,
obéissent à cette double logique d'à la fois, ils se croient supérieurs, et en plus de ça, ils sont convaincus d'ailleurs d'être supérieurs à nous, ils sont incapables d'eux, et qu'en plus de ça, ils défendent leurs intérêts bien compris. Leurs intérêts bien compris, notamment sur le plan économique. Je me permets de lire une petite citation dont je vous donnerai le nom de l'auteur après. À ce sujet, puisque c'est une réflexion assez ancienne en réalité. La société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité. Uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. D'ailleurs, ça renvoie justement à la question notamment de la maîtrise des médias, etc. Enfin, bon, tout ce que l'on sait. Quand bien même on peut officiellement se présenter en France pour réaliser une campagne électorale, bon courage parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et alors, beaucoup d'argent. Et allez essayer de trouver les fonds si vous en avez pas. La liberté en société capitaliste reste toujours à peu près ce qu'elle fut dans les républiques de la Grèce antique. Une liberté pour les propriétaires d'esclaves. Par suite de l'exploitation capitaliste, les esclaves salariés d'aujourd'hui demeurent si accablés par le besoin et la misère qu'ils se désintéressent de la démocratie, se désintéressent de la politique. Et on pourrait dire que l'abstention est une expression justement de cela, même si en réalité il y a un vrai message politique derrière en fait. Et que dans le cours ordinaire pacifique des événements, la majorité de la population se trouve écartée de la vie politique et sociale. C'est ce que disait Lénine en 1917 dans l'État de la Révolution. Il expliquait très bien que, de fait, ce qu'on appelle historiquement démocratie n'est qu'en réalité un régime à la tête duquel vous retrouvez des propriétaires, oligarchiques naturellement, qui se sont accaparés des grands moyens de production. Et ceci est valable historiquement, effectivement, dans tous les pays, si vous voulez, où il y a eu justement ce régime capitaliste. Il y a ce régime capitaliste. Je termine sur un point, parce qu'après nous aurons l'occasion de parler, parce qu'on est globalement d'accord sur le constat, la question de quelle serait une démocratie idéale et comment y venir. Je termine sur un point fondamental parce que la Révolution française a été citée à raison. Il faut rappeler que dans l'article 3, dont on ne parle jamais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il est indiqué que le principe de toute souveraineté, puisque le principe de la démocratie, c'est d'être justement souverain, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et que nul corps, nul individu ne peut justement s'y substituer. Parce que lorsque Rousseau théorisait la démocratie, il le théorisait dans un cadre matériel qui était à ce moment-là praticable pour tout le monde. Alors évidemment, derrière, parce que je dis ça parce qu'on vous présente l'Union européenne comme une démocratie, je laisse apprécier, sans compter les institutions internationales qui seraient démocratiques, ceci, cela. Et, chose importante, cette démocratie, elle n'existe pas sous la Révolution française, c'est vrai, jusqu'au moment où s'en mêle le peuple, les sans-culottes. Jusqu'au moment où les sans-culottes s'en mêlent. Et ce n'est pas un hasard. Si dans les programmes d'histoire, et je le dis d'autant plus facilement que je suis professeur d'histoire, ce n'est pas un hasard si, à partir de 1793, on vous parle de la soi-disant, je dis soi-disant parce que la grande majorité des historiens ont démontré que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé comme système. Je dis bien comme système. On vous parle de la terreur, du totalitarisme, de la terreur, du totalitarisme, et toujours au moment où justement émerge le peuple souverain. Toujours au moment où émergent les sans-culottes, les travailleurs, etc. La Commune de Paris, quand elle est massacrée en une semaine, avec 30 000 morts en une semaine, ça c'est une terreur, une véritable terreur. Pourquoi? Parce que la Commune de Paris qui poursuit, et d'ailleurs les représentants de la Commune de Paris le disent eux-mêmes, ils poursuivent l'œuvre de la Révolution française, ils disent voilà, nous visons l'émancipation du genre humain. Ben, ils sont massacrés. Et dès que vous avez un risque de l'affirmation d'un mouvement populaire, émancipateur, etc., eh ben c'est simple. La démocratie, comme le disait très bien Bertolt Brecht, en réalité, elle vire vers la fascisation. Ce que disait Bertolt Brecht, c'était la chose suivante. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, non on ajoutera bourgeoise, mais son prolongement en temps de crise. Je vous laisse apprécier la situation aujourd'hui. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont ta tête s'afferme puis l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent la procime, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime.